Les amis, bonjour à tous. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je ne vais pas parler de sport, nanana, où je ne vais pas parler d'entraînement, nanana, où je ne vais pas parler de Monsieur Arbre, nanana. Aujourd'hui, on va parler littérature, absolument. C'est pour ça que j'ai mis les lunettes, parce que je savais qu'aujourd'hui, ça allait être chaud. Alors, ceux qui ne sont pas, ou du moins qui n'aiment pas les livres, vous pouvez passer votre chemin. Ceux qui adorent, vous pouvez rester. Alors, aujourd'hui, j'ai à peu près une dizaine de livres que je vais vous présenter. Parce que je sais qu'en été, souvent, même si on a l'habitude de courir, d'aller à la plage, à la piscine, à la montagne, à la mer, au restaurant, de faire chier son voisin, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais on peut prendre le temps de se reposer, de se prélasser, sur un hamac, au bord de la piscine ou ailleurs, dans les champs, sur les dunes, partout, je m'égare. Et donc, prendre un bouquin avec soi et lire. Parce que comme l'a dit Danny Boone, il faut lire. Bien. Commençons, d'ailleurs. Le premier des livres que je vais vous présenter, je ne l'ai pas ici. Hein. Je l'ai lu, mais je sais plus où je l'ai mis et je l'ai égaré. Donc je vais vous le présenter comme ça en balançant la jaquette. Ce bouquin, c'est Le médecin d'Ispahan de Noah Gordon. Alors oui, je sais, certains l'ont lu, d'autres non. Mais laissez-moi d'abord vous présenter qui est Noah Gordon. Ouais, j'ai des fiches, ouais. Et alors ? Alors, Le médecin d'Ispahan de Noah Gordon. Il faut savoir que Noah Gordon est né en 1926 et il est mort en 2021. Paix à son âme. Donc c'est un romancier américain, journaliste scientifique et directeur de journaux médicaux. Il fut en son temps, donc c'est pour ça, vous voyez bien que c'est une personne qui adore la médecine. Il écrit souvent des romans historiques qui sont centrés sur l'éthique médicale et l'histoire de la culture juive. Alors que raconte le médecin d'Ispahan ? On nous dit ceci. Au IXe siècle, Rob J. Cole, 9 ans, est recueilli par un barbier chirurgien et devient son apprenti. Alors, est-ce que c'est un bon bouquin ? Oui, absolument. Alors, bien évidemment, Noah Gordon a écrit d'autres bouquins, certains que j'ai lus, d'autres non, mais celui-ci, si vous voulez, c'est le premier que j'ai lu de Noah Gordon et j'ai adoré. Il faut savoir qu'ils en ont fait un film avec Ben Kingsley dans les années 2000 à peu près. Je vous mettrai la jaquette. Honnêtement, lisez le livre, hein, parce que le film, il fait rap quand même. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Tant qu'on a le bouquin, c'est pas mal. Alors, ceci dit, toutes les adaptations ne sont pas à jeter à la poubelle. Si vous regardez l'adaptation en série des Piliers de la Terre, de Ken Follett, c'est magnifique. Voilà, mais il faut lire aussi Ken Follett. C'est bien Ken Follett. Voilà, donc lisez Le médecin d'Ispahan de Noah Gordon. On reste à Ispahan, absolument, et l'on se dirige vers Avicenne ou la route d'Ispahan de Gilbert Sinoué. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Avicenne était un grand médecin en son temps, bien évidemment. Il avait une renommée internationale. Nous sommes à peu près au, pour pas dire de bêtises, hein, je reprends ma fiche. Non mais sans déconner, non mais allô quoi. Et Avicenne donc, ou Ibn Sina, ou Ibn Sina, ou Ibn Sina, voilà, je sais pas comment on prononce, moi je dis Ibn Sina. Donc voilà, donc le médecin, Avicenne ou la route d'Ispahan, donc nous narre les aventures de Avicenne ou Ibn Sina, qui allait devenir le plus grand médecin de son temps, pris dans les remous et les guerres qui agitent la Turquie et la quoi ? Je sais même plus ce que j'ai écrit. Je sais pas écrire moi. Qui agite la Turquie et la Perse. Et la Perse du XIe siècle, Avicenne va être tour à tour nomade, exilé et même vizir jusqu'à Ispahan. C'est pas un destin tout tracé, ça ? Alors, Avicenne ou la route d'Ispahan a été écrit par Gilbert Sinoué, qui est français, qui est né en 1947. Il existe toujours, hein, rassurez-vous. Il a écrit plus d'une cinquantaine d'ouvrages
que vous connaissez certainement, Le pourpre et l'olivier, Les silences de Dieu, Le livre de Saphir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'ailleurs, Livre de Saphir, qui suivra la chronique juste après Avicenne. Alors, Avicenne, alors c'est marrant parce que Le médecin d'Ispahan de Noah Gordon et Avicenne ou La route d'Ispahan, je les ai eus à peu près en même temps. Parce que quand j'ai commencé Noah Gordon, je crois que j'ai commencé Noah Gordon avant, je crois. Ah non, j'ai commencé Noah Gordon après, parce qu'en fait, le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Saphir. Et ensuite, j'avais voulu en savoir plus sur Gilbert Sinoé, et donc, je suis tombé sur Avicenne ou La route d'Ispahan, qui m'a littéralement bluffé. Et par la suite, j'ai essayé de trouver d'autres bouquins qui parlaient de romans historiques et de médecine, et c'est comme ça que je suis tombé sur Noah Gordon et Le médecin d'Ispahan. Voilà. On passe au suivant. Le suivant, bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est le livre de Saphir. Alors, le livre de Saphir, c'est pareil. Je ne l'ai pas avec moi, mais je vous mettrai la jaquette. Allô. Le livre de Saphir, de quoi ça parle? Mais écoutez, c'est très simple. Nous sommes à une période de l'Espagne très compliquée, entre les reconquêtes et tout le bordel que fait l'Inquisition. Hein. Vous savez ce que c'est l'Inquisition. Donc, l'Espagne du XVe siècle est déchirée. Ouais, c'est dur. Et donc, 3 hommes vont partir à la recherche d'un livre. Oui, dit comme ça, vous allez me dire, ouais, ils vont partir à la recherche d'un livre, c'est quoi, Pile Gadget ou quoi? Non, c'est pas Pile Gadget. Ce livre, il ne faut pas que je vous en dise plus. Mais disons que ces 3 personnes, je vais vous les dire, il y a un moine franciscain, un juif et un arabe. Alors, c'est pas une histoire drôle, hein. Non, parce que dit comme ça, vous pouvez penser que ouais, c'est l'histoire d'un juif. Non, non. On n'est pas chez Boujna, on n'est pas chez Popek. C'est l'histoire donc de ces 3 individus qui, après avoir reçu des documents de la part d'un de leurs amis communs, qui est décédé sous l'Inquisition, vont devoir partir à la recherche de ce fameux livre. J'ai pas envie de vous en dire plus. Il faut le lire. Alors, le début, c'est un peu compliqué, vous aurez du mal à rentrer dans l'histoire, mais continuez, ça vaut vraiment le coup. Et je tiens à vous dire que ce bouquin fait 780 ou 800 pages. Hein. Donc si vous êtes un lecteur assidu et vous n'avez pas peur, foncez, lisez, j'allais dire Le médecin d'Ispahan. Nous sommes au combien? Nous sommes au 4e bouquin. Le 4e, cette fois-ci, j'ai la jaquette. Ramsès, ou le fils de la lumière de Christian Jacques. Alors, il faut savoir que cette édition de Christian Jacques, je vais y arriver. Alors, je vais vous dire quelques mots sur Christian Jacques quand même. Il est français, donc il est toujours vivant. Il est né en 1947 et il a écrit plus de 260 ouvrages. Généralement, tous ces ouvrages tournent autour de l'Égypte ancienne. Hein, Ramsès, Cléopâtre, Néfertari et autres. Alors il y a beaucoup de romans, il y a des nouvelles aussi. C'est un des seuls que j'ai lu c'est une collection en fait. Il y a 5 livres qui parlent de cette histoire de Ramsès. Le premier, Le fils de la lumière. Lisez Christian Jacques, c'est vraiment bien. Alors, ça narre les aventures de Ramsès le Grand, bien évidemment, qui a vécu et régné pendant plus de 60 ans en Égypte antique, qui a été marié à Néfertari, sa muse. On sait qu'au départ, il hésitait entre elle et la belle, comment elle s'appelle celle-là? Et la belle Iset, d'accord? Mais il a choisi Néfertari, c'est beau l'amour, c'est beau. Et ensuite, il sera pris, bien évidemment, vous allez avoir des conflits, des guerres. Pour résumer, je dirais que c'est les feux de l'amour, en fait, dedans. Alors, bien évidemment, il s'appuie sur des faits historiques, mais le tout est romancé pour que on puisse suivre les aventures de Ramsès, de Moïse, parce que oui, Moïse fait partie de son cercle très fermé, parce qu'il a 3 ou 4 copains là-dedans. Et donc, Moïse en fait partie. Donc, je vous invite à lire ou à relire Christian Jacques et les différents tomes de Ramsès, le fils de la lumière. De la lumière. Voilà. Alors là, nous arrivons à un cas exceptionnel. Voltaire.
Alors, Zadig ou la destinée de Voltaire. Et pas Zadig et Voltaire comme l'a dit notre charmant ministre de l'époque, Monsieur Lefebvre. Mais je vous laisse avec Monsieur Lefebvre. Parmi tous les livres que vous avez lus dans votre vie, lequel vous a le plus marqué jusqu'à présent? Le plus marqué, sans doute Zadig et Voltaire. Ah, c'est tout un spectacle. Hein. Dommage qu'il n'ait pas fait de one-man show. Hein. Alors, Zadig, bien évidemment, tout le monde connaît Zadig. Ceux qui ne connaissent pas Zadig, c'est très grave. Hein. Je ne parle pas de la marque de vêtements, hein, comme l'a si bien souligné Lefebvre. Donc, je parle de Zadig, écrit donc par Voltaire. Qui était Voltaire? Alors, François-Marie Arouet. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelait, Voltaire. François-Marie Arouet. C'est vrai, hein. Dit Voltaire, écrivain et philosophe français, né en 1694 et mort en 1778. Il a loupé la Révolution, lui, tiens. Voilà. Alors, l'histoire de Zadig, c'est l'histoire d'un jeune Babylonien qui, après quelques déboires, mais croyant toujours à la possibilité d'être heureux, devient Premier ministre grâce à ses grandes qualités, mais doit quitter le pays à cause de l'amour compromettant de la reine Astarté. Ouais. Vous voyez ce que vous fait faire l'amour? C'est dur. Alors, j'ai lu ça en même temps que Jacques le Fataliste, de Diderot. Et bien évidemment, Zadig ou la destinée, c'est une, j'allais pas dire c'est une quête initiatique, mais c'est un peu comme l'alchimiste, hein, de toute façon. On lit une fois, on lit deux fois, on lit trois fois, pour être bien imprégné de l'histoire. Et ma foi, comme c'est une aventure, c'est toujours bien. Alors, je ne sais pas s'ils ont adapté ça en film ou en série, mais j'ai cru voir ça quelque part. Je vais me renseigner, je vous le dirai plus tard. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, Zadig ou la destinée de Voltaire. Le prochain bouquin. Celui-ci fait partie de mes livres de chevet parce que c'est pas vraiment un roman ou autre, ce sont des petites histoires. Et donc je vous présente les aventures de l'incomparable Nasr Eddin Hodja. Alors, la personne qui a écrit Nasr Eddin Hodja, c'est Jean-Louis Manoury. Est-ce que j'ai des notes sur Jean-Louis Manoury? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Jean-Louis Manoury. Oh, du calme, je vais trouver. Il est où? Je l'ai mis où, Jean-Louis? Ah, voilà. Jean-Louis Manoury est français, il est né en 1939. C'est un poète, romancier et un dramaturge. Alors, il faut savoir que, comme le dit le 4e de couverture, il a mis 10 ans de sa vie à inventorier et traduire plus de 500 historiettes qui mettent en scène Nasr Eddin Hodja. Alors, souvent ceux qui le connaissent, c'est ceux qui sont de confession musulmane, hein, mais honnêtement, c'est savoureux à lire, c'est drôle. Vous ne savez jamais si Nasr Eddin est bête ou trop intelligent. Et voilà. Alors, on pourrait le comparer à Jean-Michel Cancan au Cameroun, à Tekoué au Centrafrique, ou par exemple, non, j'allais pas dire Toto, parce que Toto il est con et puis il est tout petit, donc voilà. Enfin, moi il me fait penser un peu à Popek. Vous voyez Popek avec les petites têtes qui parle comme ça. Voilà, donc les aventures de l'incomparable Nasr Eddin, si vous ne connaissez pas, à lire ou à relire. On passe ensuite à un charmant bouquin, mais que tout le monde connaît. Ouais, je sais, je prends des bouquins que vous connaissez. Alors, ceux qui connaissent souvent, c'est ceux qui approchent à peu près la cinquantaine ou qui l'ont déjà. Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à lire Paulo Coelho, l'alchimiste, ou l'alchimiste, c'est comme vous voulez. Alors, Paulo Coelho, je sais qui c'est, énorme romancier, prolifique également. Il est brésilien, il est né en 1947. Il a écrit notamment Le démon et Mademoiselle Prime, que j'ai lu et que j'adore. Le manuel du guerrier de la lumière, qui est magnifique aussi. Et La cinquième montagne, entre autres. Il a écrit Mektoub aussi, enfin je ne vais pas tous les citer. J'en ai lu à peu près 5-6 de ses ouvrages.
et c'est bien. Et l'Alchimiste, honnêtement, quand je l'ai lu, alors c'est pareil. Je m'étonne qu'un livre comme celui-ci, pardon, ils ne l'ont pas encore fait en film ou en série. Peut-être, hein, parce que des fois c'est des petits malins. C'est-à-dire que ils font le film, mais ils changent de titre. Comme le médecin disparu est devenu l'oracle. Où est le concept là-dedans? Va savoir. Donc voilà. Mais c'est très bien. Honnêtement, l'alchimiste. Alors, ça raconte quoi? Mais bien évidemment, ça raconte l'histoire de Santiago, jeune berger andalou, qui part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter son cœur et à déchiffrer les signes du destin. C'est magnifique. En plus, ça se lit très vite, il y a très peu de pages. Il y en a combien? Ouais, à peu près 180. En une journée, c'est plié. Pour ceux qui savent lire, ceux qui ne savent pas lire, bon, je ne suis pas rien pour vous. Je suis désolé. Voilà, Paulo Coelho, l'alchimiste. Ensuite, on passe à l'un de mes romanciers préférés. Je ne vais pas dire que tous les autres ne me sont pas préférés, mais Hermann Hesse, j'adore. Là, il nous a écrit Siddhartha. Alors, Siddhartha, je vais faire rapidement une bio de Hermann Hesse. Donc, il est allemand. Il est né en 1877 et il est mort en 1962. C'est un écrivain, un poète, un peintre et un essayiste. Ouais. En une vie, il a fait tout ça, lui. Jesus Christ. Voilà. Alors, que nous raconte-t-il dans son Siddhartha? Je vous lis le 4e de couverture, qui sera un peu plus parlant que moi. Un jour vient où l'enseignement traditionnel donné aux brahmanes ne suffit plus au jeune Siddhartha. Quand des aztèques samanas passent dans la ville, il les suit, se familiarise avec toutes les pratiques, mais n'arrive pas à trouver la paix de l'âme recherchée. Puis c'est la rencontre avec Gautama, le Bouddha. Tout en reconnaissant sa doctrine sublime, il ne peut l'accepter et commence une autre vie auprès de la belle Kamala et du marchand Kamaswami. Les richesses qu'il acquiert font de lui un homme neuf, matérialiste dont le personnage finit par lui déplaire. Ils s'en battent à travers la forêt, au bord du fleuve. C'est là que s'accomplit l'ultime phase de son cycle d'évolution, dans le cadre d'une Inde recréée à merveille, écrit dans un style d'une rare maîtrise, Siddhartha, roman d'une initiation et un des plus grands de Hermann Hesse, prix Nobel de littérature quand même. Prix Nobel, allô? Jesus Christ. C'est magnifique. Alors, si vous ne connaissez pas Siddhartha, est-ce que vous avez vu le film de Bernardo Bertolucci avec Chris Isaak et Jane Fonda? Je ne me rappelle plus du titre. Je ne me rappelle plus, mais je vous mettrai la couverture, je vais trouver. Et dedans, vous voyez donc Siddhartha, qui est joué par Keanu Reeves, futur John Wick, ou bien Neo de Matrix, qui prête ses traits à Siddhartha. Et donc, vous voyez dans le film, à un moment donné, donc Siddhartha, qui est un prince, il faut savoir que Siddhartha est né il y a plus de 5000 ans. Hein, il n'est pas né hier, ou d'accord. Et donc, Siddhartha a toujours vécu dans une extrême richesse, il n'a jamais connu la douleur, et généralement les personnes qui étaient, qui étaient vieilles ou qui étaient malades autour de lui, son père le lui cachait. Et un jour, il décide, lorsqu'il devait avoir à peu près 18 ans, de sortir, puisqu'il n'est resté que dans sa cité, pour voir son royaume au-delà. Son père, réticent au départ, lui accorde, mais il fait en sorte que sur son passage, il ne voit que des belles choses, jusqu'à ce qu'il voit au coin d'une ruelle un mendiant et il décide de le suivre, et c'est là qu'il se rend compte que la maladie existe, la souffrance existe, et donc il va, à partir de là, essayer de comprendre et de voir s'il y a la possibilité d'y mettre fin. C'est là que commence le voyage de Siddhartha qui deviendra le Bouddha. Voilà. Alors dedans, dans ce bouquin, c'est un peu différent. Il nous fait découvrir le nirvana, mais avant cela, le samsara. Donc si vous ne savez pas ce qu'est le samsara ou le nirvana, je vous invite à lire Hermann Hesse, Siddhartha. C'est magnifique. Et puis ça ne se refuse pas un prix Nobel de littérature quand même. Allô.
Bien, nous passons. Alors, il y a marqué Paul Harding, la chambre du diable. Mais il faut savoir que Paul Harding n'est que l'un des nombreux pseudonymes de Paul C. Doherty. Alors, il y a 2 jaquettes. Il y a celle-ci, et puis je vous mettrai la deuxième jaquette pour que vous ne puissiez pas vous tromper. De quoi parle la chambre du diable? Alors, ça fait partie de ces romans que j'adore, qui traitent souvent, donc, ce sont des romans historiques. Ils empruntent certains faits historiques et réels, et ensuite, ils y rajoutent la magie de la fiction, et ça donne de très belles œuvres. Il y a celui-ci, il y en a d'autres encore, dont j'ai pas souvenir, mais de toute façon, il y en a plein que je lis dans ce cas-là, et de Paul C. Doherty, j'en ai d'autres, là je les ai pas en tête, mais voilà. Alors, c'est assez marrant, mais là ça parle un peu d'un Hercule Poirot, en fait. On suit les aventures du coroner John Cranston, c'est comme ça qu'il s'appelle, je ne dis pas de bêtises, ouais, John Cranston, et de son fidèle clerc, le frère Athelstan. Alors, Athelstan, si vous vous souvenez, et je ne sais pas si vous avez vu la série Viking, le moine donc, dont Ragnar fait prisonnier et ensuite qui deviendra son ami, s'appelle le frère Athelstan. Mais c'est pas lui, hein, dedans, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Voilà, donc on suit les aventures donc, de John Cranston et de son frère Claire, qui sont, bien évidemment, commissionnés par le régent de la ville de Londres. Nous sommes à Londres hein, en 1380. Je vous lis le 4e de couverture, s'il vous plaît. L'agitation familière des rues de Londres est troublée par l'annonce d'une macabre nouvelle. Un prisonnier, capturé en mer quelques jours plus tôt, vient d'être empoisonné dans son cachot de Hawkmere. L'homme était français et, pour prévenir les représailles de ses compatriotes, Jean de Gand, le régent de la couronne, décide en hâte de demander Sir John Cranston et son fidèle clerc, le frère Athelstan, pour enquêter, mais les suspects sont légion et le pire est à craindre. Complot, amour enragé, vin amer, nous plonge au cœur d'un Moyen-Âge délicieusement inquiétant. Effectivement, dedans, ça sent la pisse, la crasse, le pain noir, le vin moisi, la pauvreté, il y a tout dedans. Voilà, dans les différentes enquêtes, parce que c'est pas la seule, il y en a eu plusieurs, du frère Athelstan et de John Cranston, le coroner. Alors, coroner, pour ceux qui ne le savent pas, dans les pays anglo-saxons, c'est la police judiciaire qui enquête généralement sur des crimes crapuleux et autres. C'est ça un coroner. C'est pas le mec qui se promène avec, c'est pas un corbillard hein, ou le mec des pompes funèbres. C'est pas lui. Hein. Non, je tiens à vous le dire quand même. Voilà. À lire. Paul Harding ou Paul C. Doherty, La chambre du diable. C'est vachement bien. On passe au dernier? Déjà? Ah bah ça alors. Le dernier de Marc Vadel. Alors, j'ai pas eu énormément donc de... J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de choses à dire sur Marc Vadel. Tout ce que je sais, c'est qu'il est né en 1960. C'est un ingénieur au Centre national d'études spatiales. Il séjourne depuis plusieurs années en Guyane. Et Le Dieu et la Bête est son seul et premier roman. Alors, mais quel roman? Alors, c'est difficile à résumer en fait. Je vais vous lire le 4e de couverture, mais honnêtement, vers la fin du XXe siècle, dans un confessionnal, un octogénaire parle au prêtre de son village. 15 ans plus tôt, il a découvert un ancien manuscrit qui contient le journal d'un adolescent. Alors, l'ancien manuscrit qu'il a découvert donc, nous parle donc d'un adolescent qui donc, embarque en 1643, parce que effectivement, là où il est, il y a la pauvreté, et lui, il souhaite vivre son rêve américain, et donc il part pour les Amériques, ou bien la Guyane. Alors, ces péripéties, donc il va les rencontrer donc, sur une terre sauvage, et lorsque il va arriver en terre d'Amazonie, il va rencontrer un personnage extraordinaire. Ce dernier va lui faire une terrible révélation. Le jeune homme disparaîtra sans la divulguer. L'humanité est-elle aujourd'hui prête à l'entendre? Faut-il prendre ce risque? Depuis des années, ces questions rongent le vieil homme.
Le destin de notre civilisation est entre ses mains et il ne prendra sa décision qu'à la fin du livre. Alors, ce livre, qui est une fiction bien évidemment, mais a été écrit dans un contexte plus ou moins réel. D'accord? Et il est inspiré des mémoires de l'abbé Paul Boyer, l'aumônier du duc tyrannique qui dirigea l'expédition. Lorsque j'ai essayé de chercher un résumé pour vous le donner, parce que je ne peux pas vous raconter ce qu'il y a dedans. Il faut que vous le viviez, il faut que vous voyez ce qu'il y a dedans. D'accord? Il faut le sentir. C'est un des bouquins qu'il faut sentir. Et il faut le lire plusieurs fois pour essayer de comprendre. Mais à la fin, vous n'aurez toujours pas de questions, en fait. Enfin, vous aurez plus de questions que de réponses. D'accord? D'ailleurs, j'ai noté deux avis qui m'ont interpellé sur ce livre, dont l'un dit, un des avis dit « Vous voulez savoir pourquoi l'univers existe ? Lisez ce livre. » Un autre précise « Si vous voulez savoir pourquoi l'univers existe et comment a été créé notre univers et d'où vient l'homme, lisez ce livre. » Vous voyez ? Ce livre, c'est marrant parce qu'on ne sait pas si tout ce qui est dit dedans est vrai ou pas. On sait que c'est inspiré donc, de faits réels. On ne sait pas si le gamin il a existé ou pas. Visiblement, c'est une fiction. Mais ce qu'il découvre et la personne qu'il rencontre dans cet ouvrage, les échanges qu'ils ont entre eux est vraiment fascinant. C'est fascinant. Donc je vous invite d'ailleurs, par rapport aux autres, si vous devez choisir qu'un seul bouquin parmi ceux que je vous ai présentés, ce serait celui-ci. Le Dieu et la bête de Marc Vadel. Mes amis, j'ai terminé. J'ai fini de vous raconter ma vie. Rassurez-vous, il y aura encore des vidéos sur le sport. Hein. Je n'ai pas terminé avec ça. Mais là, j'avais envie de faire voilà, une petite coupure. Et comme on est encore en vacances, certains ne sont pas encore rentrés. Donc voilà. Je vous invite les amis à vous abonner, à commenter bien évidemment la vidéo, à la partager, à la liker, à activer la cloche de notification. Il ne faut pas l'oublier pour ne rien rater des prochaines vidéos. J'ai encore d'autres surprises à vous conter. Mais ça, on verra ça pour une prochaine fois. D'accord ? Amis combattants de la boxe pied-point, je vous salue. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao, ciao.